La plus grande force quand on est média buyer, c'est d'être en capacité de comprendre ce qui est en train de se passer à un moment T. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on risque de se prendre un ban direct, notamment sur Meta? Quand on veut déployer de la publicité sur Meta, il faut être organisé et assez précis dans ce que tu fais. Quels sont les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui débute et qui n'a pas forcément un budget énorme? C'est stabiliser un canal avant d'en lancer un deuxième. Quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est plus facile d'avancer quand tu as stabilisé un canal et que tu es en train de galérer sur un nouveau. Est-ce qu'il y a des secrets que les gourous du media buying ne veulent pas dévoiler et que tu pourrais dévoiler aujourd'hui? Bienvenue sur l'émission du jour, le podcast numéro 5 avec en invité exclusif ce soir, nous avons Hugo. Un délire, un peu sérieux. C'est l'intro, ça, on est d'accord? Bah. On la garde. On dit qu'on la garde. C'est un hook, mesdames et messieurs. Vous vous êtes fait hooker. Le verbe hooker, tu sais qu'il est bientôt dans le dictionnaire. C'est vrai, bah j'imagine que oui. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Forcément. Bon, alors voici, bonjour messieurs, dames, nous sommes aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où je vais jouer un peu plus la personne qui pose des questions, puisqu'on va parler d'un sujet un peu plus précis, qui est ta principale compétence de base. Ma zone de génie. Ta zone de génie, disons, puisque bon, monsieur Hugo est un expert e-commerce au sens large, c'est vrai, mais ta principale compétence et ta valeur ajoutée première, c'est le media buying. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est un blog dans lequel on va essayer de parler d'un petit peu de tout, mais on va centraliser quand même. On va se mettre un focus, on va dire, sur un sujet précis, pour pas partir trop dans tous les sens. Ouais. Et je vais mettre mon portable en silence, parce que j'ai oublié de le faire, et que évidemment, j'en vais être dérangé par de nombreuses notifications, comme d'habitude, ce qui n'est pas pratique. C'est pas pratique, on est bien voilà. d'accord. Alors, pour commencer, j'ai même fait ma petite liste de questions, histoire de... J'ai quand même travaillé un petit peu, j'ai bossé un petit peu. T'es à l'ancienne, hein. Je vois des fiches de papier. Ouais, bah en fait, voilà, j'ai un certain âge, comme tu sais, je préfère le papier, le toucher du papier. Voilà, alors on va commencer par une première question qui concerne finalement, alors on va parler de Meta, mais on va parler de Facebook Ads principalement. Et j'entends dire que même parmi nos clients, évidemment, parmi les gens qu'on accompagne, on nous dit oui, Facebook Ads n'est plus aussi efficace qu'avant, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est simplement une excuse de paresseux ou alors de quelqu'un qui est un petit peu comme moi, un boomer, qui ne maîtrise pas l'outil, on va dire. Donc là, c'est vraiment une question au sens large. Ouais. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de Facebook Ads en 2024 pour son business e-commerce? Alors déjà, effectivement, tu disais Meta, Facebook Ads, mais en fait, c'est Meta Ads maintenant. On doit s'habituer un petit peu à le dire, parce qu'en fait, effectivement, ce sont les placements Meta. Avant, on disait Facebook Ads, alors qu'on faisait des placements sur Instagram également, mais parce qu'en fait, l'entreprise s'appelait Facebook. Aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Meta, donc c'est bien Meta Ads, hein. Bon, pour répondre à la question, oui, c'est quand même plus difficile qu'avant de faire de la publicité sur Meta, enfin en tout cas d'être rentable sur Meta. C'est un outil qui maintenant est quand même bien connu par les annonceurs, par les entreprises, alors qu'avant c'était quelque chose de nouveau. Donc quand tu allais sur Meta avant, t'avais moins de concurrence factuellement, donc beaucoup moins de gens dessus. Dans le même temps, l'outil s'est perfectionné aussi, il s'est amélioré, l'algorithme est plus précis, etc. Il a beaucoup évolué parce que Facebook, Meta a été soumis à des règles, RGPD, etc. Bon, tout ça pour dire que le ressenti global des gens qui font de la publicité sur Meta font quand même le même constat, c'est que c'est un peu plus difficile aujourd'hui qu'avant, pour plein de raisons. Maintenant, je sais que la question est plus large que ça, c'est que des gens pensent qu'on ne peut plus performer sur Meta. Ça, par contre, c'est pas vrai du tout. Il y a vraiment tout un tas de stratégies. Les impératifs sont juste plus les mêmes qu'avant. Pour en citer ne serait-ce qu'un seul, il y a quelques années en arrière, le plus important, c'était un peu le paramétrage des campagnes, donc le ciblage. Si vous voulez vendre du shampoing, vous devez faire en sorte de cibler les gens qui ont des cheveux, par exemple. Si vous prenez comme audience les chauves, vous vous en doutez bien, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on est beaucoup moins sur du paramétrage technique. On est beaucoup plus sur du métier de vidéaste, où en fait, ce qui va faire la différence, c'est les créatifs publicitaires. Ce qui laisse place du coup des nouveaux métiers, des métiers en fait qui sont dans l'équipe media buying, où en fait on va avoir celui qui fait le paramétrage, mais également celui qui fait les créatives. Créatif et stratégiste, je crois que c'est ça le terme qui est utilisé maintenant pour définir ce poste, et où en fait du coup on est sur un métier où on va plutôt se poser la question de comment est-ce qu'on va faire une bonne pub qui va vraiment avoir un ciblage très précis. C'est ça maintenant qui fait beaucoup la différence dans les comptes méta qui vont performer ou non.
Il y a tout un tas d'autres impératifs qu'on pourra citer, sans doute des questions sur ces sujets-là, mais notamment le site web qu'on va utiliser, les produits qu'on va mettre en avant. Il faut essayer de être un peu au goût du jour sur tous ces points-là. Mais donc, pour répondre juste plus factuellement à ta question, oui, performer sur Meta encore aujourd'hui, c'est bien évidemment faisable. Il y a différents objectifs aussi, il faut savoir, sur Meta. On peut chercher la renta comme on peut chercher la croissance. Aujourd'hui, Meta, pour aller chercher de la croissance, moi, je continue de dire que c'est facile d'avoir de la croissance sur Meta. D'accord. D'aller chercher de la renta, en revanche, c'est là qu'il y a plus de challenge, en vérité. Donc, pour un peu définir la différence, chercher de la rentabilité, c'est se dire, OK, je dépense 10 € sur Meta, je veux que ça me rapporte 30, 40 €. Enfin, vous avez un objectif bien précis par rapport à vos autres coûts produits, frais de transaction, coûts de masse salariale, etc. Alors que chercher de la croissance, c'est juste se dire, on veut que Meta nous apporte beaucoup plus de chiffre d'affaires pour prendre des parts de marché, pour être de plus en plus crédible, pour pouvoir peut-être lever des fonds à côté. En bref, avoir de la croissance, quoi. Et donc, c'est deux objectifs qui sont différents. Je trouve qu'aller chercher de la croissance sur Meta, je trouve que c'est particulièrement facile encore aujourd'hui. Trouver de la renta sur Meta, c'est un peu plus difficile et ça demande de mettre plus de choses en place, un bon tunnel de conversion, des bonnes séquences mail, un site web très efficace, beaucoup de preuves sociales sur le site, etc. Là, c'est tout ça qui va vraiment amener de la rentabilité. D'autant que on est quand même sur un système d'enchères, donc les prix, les prix, je veux dire les budgets publicitaires à mettre sur la table sont de plus en plus élevés. Est-ce que tu penses que cette croissance de prix à la hausse va continuer d'augmenter dans les années à venir? Je pense que oui, mais ça m'inquiète pas plus que ça. En fait, Facebook est quand même assez bien fait à ce niveau-là. Le prix que tu vas payer en fait pour être diffusé va pas dépendre que du nombre d'annonceurs, il va aussi dépendre de la qualité de ce que tu mets en diffusion. Et c'est-à-dire que si tu as un contenu qui est plus pertinent que les autres annonceurs, Facebook va te valoriser et te mettre des coûts moins élevés de diffusion. C'est pas le seul truc qui fait descendre tes coûts de diffusion. Tu vas avoir également la qualité de ton service, en fait, ce que tu délivres. Facebook va avoir des informations là-dessus en envoyant des petits questionnaires à tes utilisateurs, à tes clients. Et selon, du coup, les réponses de ces clients, il va te catégoriser comme étant un annonceur, une entreprise de qualité, ou au contraire, un annonceur, une entreprise de mauvaise qualité. Et ça, typiquement, si tu es jugé comme très pertinent par Facebook, tu vas encore une fois avoir des coûts optimisés. Tu vas également avoir la confiance que Facebook t'accorde du coup sur le temps. C'est-à-dire que si jamais effectivement tu diffuses avec Facebook depuis 2 mois, tu n'auras pas les mêmes coûts que si tu diffuses depuis un an et demi. Ça, on l'a vu aussi dans les accompagnements qu'on a pu faire. Plein de fois. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est qu'en tout cas les coûts augmentent pas forcément pour les annonceurs qualitatifs. Honnêtement, c'est même plutôt l'inverse. Par contre, ça a cet effet pervers que c'est une des questions aussi que tu aurais, mais c'est beaucoup plus difficile de commencer sur Facebook. Quand tu es un nouvel annonceur, donc avec un nouvel environnement publicitaire professionnel, donc ils appellent ça maintenant le portefeuille business, le wallet business. Avant, c'était le business manager pour que les gens puissent relier. Donc cet environnement publicitaire, quand il est tout neuf, quand tu crées un compte publicitaire nouveau, une nouvelle page, un nouveau pixel, etc. dans cet écosystème, tu vas avoir aucune confiance de la part de Facebook. Et en fait, tu vas devoir dépenser du budget au début avec des coûts qui sont pas du tout à ton avantage. Et en fait, tu es en train d'acheter la confiance avec l'outil. Tu es en train de payer pour avoir le droit d'être là. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens ont du mal à voir. C'est qu'effectivement, quand tu vas démarrer ta publicité sur Facebook, il ne faut pas espérer de la rentabilité directe. Mais vraiment, il ne faut pas espérer. Ça arrive, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, quand tu es un nouvel annonceur, peu importe la qualité de tes créatifs, peu importe la qualité de ton produit, peu importe la qualité de ton site, tu es un nouvel annonceur, donc dans tous les cas, tu n'es pas dans les bonnes grâces de Facebook. Ouais, j'avais entendu un intervenant américain d'ailleurs sur YouTube dans une vidéo qui disait même que, alors il parlait de Meta, il parlait aussi de Google, il disait à partir du moment où vous commencez, Google et Facebook, ou Meta, vont parier contre vous, grosso modo. Ils envisagent déjà le fait que vous allez de toute façon abandonner, arrêter, et ils vont parier contre vous. Donc effectivement, il y a une question de temps, il y a une question de budget à mettre sur la table pour réussir à faire ses preuves, montrer patte blanche et montrer qu'on est un annonceur sérieux et digne de confiance, etc., etc. Ouais, c'est de plus en plus compliqué. Alors, pour aller un peu plus loin sur cette question, parce que c'est pareil, il y a aussi des gens, parmi nos clients, parmi des personnes à qui on parle, des e-commerçants à qui on parle, qui ont des fois, qui se posent la question de se dire, est-ce que je vais aller que sur Meta ou que sur Google, ou alors est-ce que je fais les deux? Parce que c'est deux choses qui sont finalement relativement différentes, puisque sur Meta, on va plutôt être sur de l'acquisition
je vais pas dire hasardeuse, puisqu'il y a quand même un ciblage de l'audience qui est très très costaud avec la data accumulée depuis des années par Meta, mais on va être dans la suggestion, alors que dans Google, on va être dans la recherche en général de produits. Est-ce que toi, tu conseilles de faire les deux d'entrée de jeu? Est-ce que ça dépend de la thématique? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle serait ta vision là-dessus, toi, avec un budget un peu limité, tu vas de dire est-ce qu'il faut faire un choix, est-ce qu'il faut arbitrer? Il y a beaucoup d'écoles différentes sur ça. Moi, selon moi, il faut stabiliser un canal avant d'en envoyer un deuxième. Typiquement, en fait, Google va avoir quand même les mêmes problématiques que Meta. C'est qu'au début, quand tu lances tes campagnes, t'as pas de résultat. Les deux, en fait, faut les voir comme des outils où tu lances de l'inertie. En fait, ce qui fait que sur les 3 premières semaines, tu es en train de tester beaucoup de choses, tester des stratégies et d'acheter ton droit de diffuser auprès de ces entités. Et donc, le problème, si tu lances les deux en même temps, c'est que typiquement, tu peux vite paniquer. Tu fais que tu dépenses du budget sur Meta, tu dépenses du budget sur Google, et aucun des deux n'est rentable, et tu vois ton enveloppe budgétaire qui fond comme neige au soleil, tu fais oulala. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Donc moi, je préconise vraiment d'abord lancer un canal d'acquisition, de le stabiliser, d'avoir un break-even. Donc en fait, être dans une situation où tu respires un petit peu. Et ensuite, du coup, se dire, OK, maintenant, il faut se diversifier au niveau des canaux. C'est important pour faire croître ton business, etc. Et parce que les deux canaux qui vont vivre en même temps vont s'auto-alimenter. Donc, pour être plus clair, plus précis, moi, je préconise de lancer du Facebook. A priori, il n'y aura pas de break-even quotidien avant 1 500 € de dépenses, pour dire des chiffres très précis. Ça dépend encore de plein de choses, le prix de votre produit, etc. Est-ce que vous avez trouvé des bonnes créatives? Est-ce que vous avez identifié des créatives? Bref, en gros, 1 500 € sur Facebook. Et là, d'un coup, vous commencez à arriver sur des scénarios où vous dépensez, mettons, 100 € dans la journée de pub et vous avez 100 € de chiffre d'affaires. Vous allez me dire, oui, mais il y a le coût produit, etc. Oui, mais vous êtes à la première étape, première step de vous dépensez autant que ce que vous rentrez en termes de dépenses directes. Et donc là, vous êtes en train de stabiliser, vous êtes au point de bascule où vous êtes en train de stabiliser votre acquisition avec Meta. Si vous avez ce type de résultat pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous êtes en train de stabiliser. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher de la vraie renta. Donc, c'est qu'une question de temps parce qu'après, vous devez identifier du coup les créatives performantes et avoir de plus en plus d'événements achats pour que vos campagnes soient de plus en plus précises. Et dans le même temps, du coup, vous êtes rassuré. Vous pouvez donc lancer un deuxième canal d'acquisition qui, lui, du coup, sera soumis au même truc de 3 semaines avant de trouver cet équilibre. Donc, c'est plus rassurant que de lancer les deux en même temps. Maintenant, si vous avez gros budget et que vous êtes conscient de ça, vous pouvez lancer les deux en même temps, vous gagnez du temps. Mais quand on n'est pas hyper serein et tout, moi, je préconise toujours on lance du Meta. Dès que Meta, c'est OK, on lance du Google. Et par contre, un truc qui est très important de comprendre, c'est que les deux vont s'alimenter réellement. Le fait d'être présent sur Facebook et sur Google, ça fait que des gens vont vous voir sur Facebook, vont vous chercher sur Google, ils vont vous voir sur Google. Idem dans l'autre sens, c'est moins le cas parce que sur Google, c'est des intentions de recherche, mais on peut très bien vous voir sur Google, puis après vous voir sur Facebook. Et donc, c'est ce truc d'être présent partout, créer de la crédibilité, créer du retargeting dans tous les sens. Un autre truc qui viendra bien plus tard, c'est les problèmes d'attribution. Quand tu fais du multicanaux, c'est que tu peux avoir, quand tu es bien installé, du coup, cette problématique de quelqu'un qui clique sur ta pub Facebook, qui n'achète pas, mais qui t'a vu, qui après va demain aller sur Google et chercher le nom de ta marque, cliquer sur ta pub Google et acheter depuis ton lien Google. Et là, en fait, tu vas avoir la vente, une seule vente qui va remonter dans les deux outils. Donc là, c'est d'autres problématiques, des problèmes d'attribution où tu te dis, putain, j'ai des ROI très bons partout, sur toutes mes campagnes Google et Meta. Pour autant, pourquoi est-ce que je suis pas rentable? Parce qu'en fait, là, tu es sur un sujet d'attribution, c'est que tous tes canaux s'attribuent la même vente. Et donc, ils traduisent pas dans les KPI la vérité de ton business. Bon, là, je m'éloigne un peu du sujet de base. Donc, effectivement, moi, je stabilise un canal d'acquisition, puis j'en lance un deuxième. Et donc, pour donner un ordre même précis, pour donner de la valeur, moi, je fais Meta, Google, TikTok, Snapchat. D'accord, dans l'ordre. Dans cet ordre-là. Ouais, dans cet ordre-là. Alors, c'est quoi pour toi les plus grosses erreurs qu'on peut faire? Alors, je sais qu'on est sur des canaux d'acquisition qui sont différents entre Google. On va pas forcément parler de TikTok et de Snap tout de suite. Je sais même pas d'ailleurs si on va en parler beaucoup parce que c'est pour moi encore secondaire, on va dire, au jour d'aujourd'hui, bien que. Mais c'est un sujet qui est déjà suffisamment large comme ça. On va essayer de recentrer sur plutôt les plateformes classiques d'acquisition que sont Meta et Google. Quelles sont les principales erreurs qu'on peut faire justement quand on lance des campagnes sur ces canaux d'acquisition? Parmi les erreurs qu'on voit souvent, déjà sur Meta, je vois beaucoup trop de personnes qui dépensent du budget dans leur publicité, dans leur campagne, sans avoir de créatives cohérentes, quoi. Des créatives toutes pourries, et puis ils se disent oui, non, mais ça va finir par marcher, ou faut que je teste. En fait,
quand on veut déployer de la publicité sur Meta, il faut être organisé et assez précis dans ce que tu fais. Typiquement, mettons, tu as un produit qui a, je sais pas, un complément alimentaire qui fait plusieurs choses. Il t'aide à mieux dormir. À côté de ça, il t'aide à être plus productif et plus concentré. Et ben là, tu as un produit avec des multi-effets. Et donc, le but, c'est typiquement quand tu vas commencer à faire de la pub sur Meta, c'est que tu veux tester ces 3 angles. Tu veux parler du sommeil, tu veux parler de la concentration et de la créativité. Du coup, tu vas avoir une pub en face de chacun des angles. Et idéalement, il faudrait aussi que pour chacun des angles, tu aies une pub image. Tu as une vidéo, tu as une image. Ta vidéo, il faut que tu aies un format vertical et un format carré. Et il faut que pour chacune de ces vidéos, tu aies des variantes. Tu vois, tu as donc 3 vidéos pour 3 angles différents. Et sur chacune des vidéos, tu as 2 hooks différents. Donc le hook, c'est les 3 premières secondes de la vidéo. Donc pour chacune de ces vidéos, tu as 2 hooks différents pour voir laquelle accroche fonctionne le mieux. En bref, tu vois, tout ça, c'est une organisation. C'est faire un petit arbre, une roadmap, on va dire plutôt, avec du coup toute ta bibliothèque publicitaire de pourquoi et quelle est l'intention de chacune de tes publicités. Et du coup, de déployer ça après efficacement et avec intelligence pour tester les choses et vraiment pouvoir tirer des conclusions. Et il y a trop de gens qui naviguent à vue, qui envoient des pubs. Si tu leur poses la question, du coup, cette pub, c'est quoi le sujet ? Dire oui, j'ai un peu fait ci, un peu fait ça. Non, c'est quoi le sujet ? Il faut absolument que tu comprennes ce que tu es en train de tester. Sinon, tu dépenses du budget dans le vide. C'est une bouteille à la mer, quoi. Okay. Et ça peut marcher des fois. Des fois, tu as une pub gagnante comme ça sur un malentendu. Un coup de chat. Voilà. Mais l'idée, c'est d'être organisé, de se dire, OK, non, là, je dépense du budget dans un truc bien précis. Ce qui fait que tu n'as pas l'impression de perdre quand tu n'es pas rentable. Tu es en train d'acheter des informations. Tu dépenses du budget tous les jours, mais tu tires des conclusions. Tu dis, ouais, alors j'ai essayé l'angle du sommeil. Ça prend pas. J'ai essayé l'angle de la concentration. Ça prend un petit peu. J'ai essayé l'angle de la créativité. Ça prend moins que la concentration. Bon. Et ben, on va se concentrer peut-être au début sur la concentration. Et se dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dupliquer dans les créatifs qu'on a essayé? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et doucement mais sûrement, comme ça, tu tires des conclusions, tu fais des croisements et tu commences à définir et à identifier les créatives les plus performantes, les angles marketing les plus performants. Et du coup, tu es en train d'avancer dans ta stratégie Facebook. Tu n'es pas en train de juste te dire, j'envoie ça, et puis on verra ce qui se passe. Au pif, on verra. OK. De toute façon, c'est toujours pareil, il faut un plan. C'est comme tout aujourd'hui. Il faut des process, il faut un plan. Mais alors, c'est vrai que quand on voit l'augmentation des budgets, c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on nous remonte pour des e-commerçants qui sont parmi nos clients chez Incubox ou pas, ou des gens qui je peux parler de temps en temps. Qui me disent aussi, bah oui, mais alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les budgets sont tels que c'est vraiment, le media buying aujourd'hui est réservé vraiment aux grosses entreprises ou alors aux sites qui ont énormément d'ancienneté et énormément de budget, on ne s'en sort plus, etc. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut aujourd'hui... Alors, je vais plutôt reformuler, c'est quel conseil tu donnerais quelqu'un qui a très peu de budget? Admettons, il suit ton conseil, il va d'abord essayer Meta avant de passer sur Google, il va faire les choses dans l'ordre. Mais il a vraiment très très peu de budget à mettre et il se dit est-ce que je vais réussir finalement, alors peut-être pas à viser tout de suite la rentabilité, mais déjà à avancer pas à pas, à améliorer un peu ses KPI et puis se dire bon, je vais tout doucement vers une rentabilité quand même avec j'ai envie d'avancer quoi. Si jamais il n'y a pas de budget, moi je préconise pas Meta. Meta est très exigeant du coup en termes de pub, donc il faut pouvoir produire les pubs. C'est quoi ton budget minimal par jour, par exemple? Parce qu'on n'est plus en 2017. Si on parle de budget par jour, moi, j'ai aucune stratégie de lancement qui démarre en dessous de 40 € par jour. D'accord. Mais voilà, c'est intéressant, tu vois, de mettre un chiffre, parce que pour certaines personnes, de se dire, mince, 40 € par jour, j'arriverai pas à tenir plus de un mois et demi. Surtout qu'effectivement, on n'a pas de retour sur investissement direct chaque journée avant 1 500 €, sauf exception, encore une fois. Mais il faut prévoir le fait que ça va durer, que tu vas dépenser au moins 1 500 € avant de commencer à avoir des journées où tu dépenses 40 et tu gagnes plus que 40. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Et donc ça, c'est juste le budget pour stabiliser le compte. Si jamais tu comptes trouver des rentrées d'argent qui devraient financer du coup tes dépenses, tu es en train de faire un gros risque. Parce que si par contre à 1500, tu as plein de green flags, tu as identifié plein de trucs qui fonctionnent, tu es sur la bonne voie, mais que là tu es à sec, fin du jeu, parce qu'en fait, si tes campagnes, tu les coupes, tu défonces l'inertie que tu es en train de créer. Du coup, il faudra que tu refasses un processus où tu relances un peu la machine et ça peut te recoûter du budget de relancer et de restabiliser la machine. Donc, Meta, c'est réservé au budget. Voilà, faut avoir 3 000 € de côté pour le budget publicitaire. Et il faut avoir suffisamment de matières premières, donc de pub à utiliser. Donc, soit tu produis toi-même, donc c'est pas un budget. Mais si tu délègues, c'est pareil, il faut un budget pour déléguer ça. Alors après, attention. Moi, généralement, ce que je préconise comme stratégie de lancement, c'est de se dire, on fait de l'orga. Donc, une marque qui va investir de l'argent pour créer des vidéos UGC, pour créer des vidéos, etc. Directement sur ses réseaux, TikTok, Instagram et tout.
essayer d'aller chercher une portée organique, donc un peu de viralité, etc. sur les vidéos, pour réussir déjà à identifier des vidéos qui performent et avoir peut-être quelques ventes pour faire grandir un peu le capital. Et typiquement, c'est mieux après d'appréhender Meta avec tout ça, parce que non seulement tu as plein de vidéos et d'images que tu as déjà utilisées en organique, donc tu peux en utiliser, en recycler certaines dans tes pubs. Ensuite, tu as de la crédibilité, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu diffuses de la pub sur Meta, tu diffuses avec ta page Facebook et ta page Instagram. Et il y a toute une partie des gens qui vont voir vos pubs, qui vont aller visiter ces 2 pages. Et donc, le fait d'avoir une stratégie organique avant fait que tu es crédible, etc. Tu as de la social proof, etc. sur ton compte Insta. Et je ne sais plus où je voulais en venir du tout. Mais en tout cas, tu peux commencer comme ça. Ouais, tu peux commencer comme ça. Quand tu n'as pas le budget pour Meta, fais de l'orga. Fais de l'orga, fais monter ta marque. Il n'y a pas 36 solutions non plus. Il n'y a pas 36 solutions non plus, effectivement. Il y a un moment donné, Meta, effectivement, est exigeant. Et c'est vrai que c'est là où on peut dire que c'est plus difficile qu'avant. C'est qu'effectivement, avant, tu pouvais arriver avec 500 €, 300 € même si tu es un peu débrouillard, et lancer de la pub sur Meta et espérer être suffisamment vite rentable pour que ça vienne alimenter tes dépenses et que du coup, ça vienne alimenter ton compte et que tu puisses dépenser en continu. Ce type de scénario, il y en a qui le vendent encore. Moi, je n'y crois plus du tout. Je vois pas de gens qui réussissent comme ça. Sauf quand tu as, encore une fois, un grand coup de chance, que tu lances 20 monoproduits par mois et que tu as dépensé 15 000 € dans les 19 échecs. Et là, tu as un produit qui est incroyable, qui se démarque, mais qui, dans tous les cas, fonctionnera qu'un mois. Parce qu'après, tout le monde doit te le voler. Vu qu'a priori, si tu as pu lancer 20 monoproduits en un mois, c'est que tu n'as pas brandé, etc. Donc, ton produit peut être volé. Oui, je vois. Et alors, dans ces cas-là, puisque c'est vrai que tu disais dans l'ordre, Meta, puis Google, mais Google, les budgets sont quand même plus faibles. Enfin, Google est moins exigeant en termes de budget, non ? Est-ce que finalement, si tu n'as pas beaucoup de budget, est-ce que c'est pas mieux de se dire, on va peut-être faire l'inverse par nécessité de budget ? Si, ça peut être une stratégie. C'est vrai que moi, je parlais tout à l'heure de ce que moi je fais, parce que moi, je suis plus un expert Facebook qu'un expert Google. Google, c'est traité par Félix, que tu connais, qui est dans mon équipe. Donc forcément, moi, sur les lancements, j'invite à faire d'abord du Facebook, stabiliser Facebook, puis après lancer du Google. Par contre, selon l'expertise de chacun, selon les ressources que vous avez, vous pouvez faire dans l'autre sens, stabiliser Google, puis lancer du Facebook. Je pense que le plus important dans ce que je dis à ce moment-là, c'est stabiliser un canal avant d'en lancer un deuxième. Même si les deux vont s'alimenter et vont créer quelque chose de plus puissant, quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est plus facile d'avancer quand tu as stabilisé un canal et que tu es en train de galérer sur un nouveau. En train d'essayer d'identifier la stratégie et ce qui va fonctionner. Quand tu es en train de galérer sur les deux en même temps, c'est juste anxiogène, tu pètes les plombs, quoi. Tu fais putain, rien qui marche et tout. Du coup, tu vas prendre plus facilement des décisions émotionnelles qui vont pas aller dans ton sens, quoi. Faut être méthodique, suivre la méthodologie. Ces outils-là sont exigeants, ces outils-là fonctionnent, on le sait. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un pattern, il y a des patterns que tu fais mal, quoi. Dans les 5 éléments qui vont faire que tu peux être rentable sur Facebook, il y en a un des 5 où tu es en train de merder et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas. Tu vois, tu peux pas remettre en question, par contre, le fait de est-ce que ça marche ou pas Meta. Ça marche pas pour mon business, donc ça marche pas. Non, c'est qu'il y a un truc que tu fais mal. Et souvent, dans la plupart des cas, c'est la stratégie de créative. Souvent, c'est pas les bonnes créas. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, la créative. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on risque de se prendre à ban direct notamment sur Meta? Ouais. Il y a beaucoup de traumas sur les bannissements Meta. Déjà, ça arrive moins qu'avant. Ouais, c'est vrai que ça arrive moins qu'avant. On en parle beaucoup moins, je trouve. Je touche du bois. Mais en fait, déjà, il y a tout ce qui touche. Déjà, faut lire les politiques. Faut lire les règles de Meta, qui sont quand même assez précis. Donc, il y a les trucs, armes, drogue, tout ça. Ouais, ça paraît, ça tombe un peu sous le sens, on va dire. Ensuite, il y a les promesses. Marketing trop agressif, où tu dis ce produit vous aidera à mieux dormir. Ouh là là. Ouais, c'est touchy, ça. Pour qui te prends-tu à dire ça? Quelle étude as-tu pour prouver ça? Le robot, là, il fait ça va pas te dire ça. Donc, attention aux promesses. Attention également aux questions formulées un peu bizarrement, du type c'est quand tu poses une question pour que l'utilisateur, le lecteur se situe. Je sais pas, un truc du genre vous êtes souvent endormi dans le métro? Tu fais une supposition. Ça, c'est un marketing que Facebook n'aime pas non plus, parce que je ne saurais même pas expliquer trop pourquoi, mais il n'aime pas la manière dont tu es en train de mettre les gens dans une sphère, tu es en train de poser des fausses questions Donc ça, il n'aime pas. La nudité. Et quand je dis nudité, c'est même la nudité bien placée. Tu vois, genre, tu fais de la pub pour un shampoing et tu as un humain de dos en train de shampouiner, et à son dos nu. Ça peut être un problème pour Meta. C'est un algorithme, c'est un robot, il peut d'un coup dire OK, ban. On a eu d'ailleurs, je te coupe, un client il y a 3-4 ans, très très bon client d'ailleurs, de 2 associés,
Et on les a perdus d'ailleurs parce qu'ils ont eu un ban définitif, ils n'ont jamais réussi à... Ouais. Alors, ils vendaient en fait une sorte d'huile essentielle et ils avaient fait une publicité eux-mêmes d'ailleurs avec des gens de leur famille et c'était la maman qui massait son genou en gros plan, mais on voyait juste un genou, elle massait qu'un ban, nudité. Jamais réussi à récupérer leur compte et ça a croulé leur business. Mais oui. En tout cas, la con comme ça. Bien sûr. Mais alors, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être sujet à des bans directs, par exemple, tout ce qui touche à la santé, etc. Enfin, ouais. Maintenant, il faut savoir que tu peux faire la même pub que celle qui a été envoyée. Là, tu fais la même pub, mais avec un compte plus vieux, avec une confiance qui est déjà installée. Oui, ça passe. Et ça passe. C'est aussi ça, c'est que du coup, il y a des stratégies où tu chauffes les comptes, tu dépenses sur des pubs qui sont pas du tout tendancieuses, des pubs où le marketing est même mauvais presque, dans l'unique but de chauffer le compte et de gagner de la confiance et de faire en sorte que ça fonctionne bien. Moi, je suis plus sujet au ban parce que mon compte est super ancien. Et je gère tout un tas de business managers. Et donc, c'est sûr que pour avoir un ban, faut vraiment que je dépasse les bornes, quoi. Et pourtant, j'ai des clients qui veulent pas, enfin, plutôt des prospects qui décident après de je vais lancer ça de mon côté, etc. Ils lancent ça de leur côté sur leur environnement publicitaire, ban direct. Après, du coup, ils sont dépourvus. Ils font, qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur dis, montrez-moi vos pubs. Je vois leurs pubs, je fais moi sur mon BM, ça passe, ça. Parce que c'est OK, c'est pas sorcier. Du coup, ils viennent sur mon environnement publicitaire et ils profitent du fait que mon environnement publicitaire est très, très, très installé. Et donc, petite solution pour ceux qui se font bannir, effectivement, ce qu'il faut faire, en fait, c'est recommencer de A à Z un environnement publicitaire ou alors aller sur un compte d'un proche. Mais en gros, il faut donc un nouveau compte perso, idéalement qui a de l'ancienneté, ça marche mieux. Donc, effectivement, un proche. Et depuis ce compte perso, créer un nouvel espace professionnel. Et dans cet espace professionnel, créer une nouvelle page Facebook, une nouvelle page Insta, un nouveau compte publicitaire, idéalement une nouvelle carte de paiement, pas celle qui était sur le compte. Sûr. Ça, c'est important aussi. Tout un nouvel écosystème pour que Facebook puisse pas détecter qu'en fait, c'était vous. Parce que si vous avez une pièce du puzzle qui était dans le compte banni, qui se retrouve dans le nouvel environnement publicitaire, vous allez avoir un ban avant même de lancer la pub. C'est en mode, non, t'as essayé de me... Je vous ai reconnu. Voilà, je vous ai reconnu, je vous connais. Donc ouais, les bans pour il y a des trucs qu'il faut éviter. Après il y a de l'injustice, voilà, faut le dire, il y a de l'injustice. Les bans, il y a des bans qui sont pas mérités. T'as des gens qui ont des pubs qui sont très legit, qui hop là le ban. Donc faut aussi faire avec et quand ça vous tombe dessus, faut parler avec le support aussi. Déjà dans un premier temps, des fois ça se débloque. Surtout maintenant, il y a eu une époque où c'était horrible. Aujourd'hui quand même avec Facebook, je trouve qu'on communique plus facilement. Il y a un ban qui est pas legit, il faut parler avec eux. Et comment ça s'explique que ça s'améliore? Parce que c'est vrai j'avais entendu des gens dire oui, mais bon, c'est parce qu'en France, Facebook est en perte de vitesse, etc. Donc, bon, ils sont un petit peu plus light, on va dire. Mais Facebook reste quand même quelque part le réseau social numéro 1 au monde. C'est-à-dire que même si en France on l'utilise moins qu'avant, c'est vrai, il y a quand même énormément de pays où on l'utilise énormément. Donc, est-ce c'est cette perte de puissance ou annoncé qui explique ça ou pas? Pas pour moi. Moi, à mes yeux, c'est juste qu'ils ont eu ils ont eu un problème de dropshipping. Ils ont eu un problème de service de merde. Pendant longtemps, ils ont voulu se débarrasser de dropshippers. Ça a été le premier point. Ouais. Du coup, ils ont dit, OK, il faut qu'on banne tous ceux qui sont un peu chelous. Alors, en faisant ça, ils ont banni même des grands annonceurs. Ils ont fait de la merde à ce niveau-là. Et ça a posé pas mal de problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont juste mis leur ticket d'entrée plus élevé, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est que c'est beaucoup plus exigeant de pouvoir se lancer. Ce qui fait qu'on peut plus se lancer et être rentable sur Meta avec 500 €. Et donc, en fait, ça fait le tri. Tous les annonceurs pas sérieux, qui n'ont pas de budget, qui du coup, s'ils n'ont pas 1500 € à mettre sur la table, c'est qu'ils n'ont pas un business solide. S'ils n'ont pas un business solide, du coup, c'est que c'est du dropshipping, etc., un truc de cet ordre-là. Et donc, je pense qu'ils font le tri comme ça. La barrière à l'entrée est plus élevée. Ouais, et si jamais tu as un service de merde, ça va se voir dans les questionnaires qu'ils envoient à leurs clients. Et donc, si ça se voit que tu as un service de merde, tu vas avoir des coûts qui vont monter. Si tes coûts montent, tu seras plus rentable. Si tu es plus rentable, tu finis par arrêter de diffuser. Donc, ça fait le tri sans bannir. Et ils prennent ton pognon en plus. Et qu'est-ce que tu penses des comptes d'agence? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens également, d'ailleurs des agences qui sont basées la plupart du temps à Bali, je sais pas pourquoi, précisément à Bali, proposent également des solutions pour les comptes qui sont ban, donc soit des solutions pour débannir le compte, et en général, ils proposent également des comptes d'agence qui seraient donc le secret infaillible pour ne plus avoir de ban. Alors ça dépend comment est fait le service en fait. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'arnaques, donc déjà gros warning là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui te proposent un service comme ça qui est un peu bidon, et donc faut faire attention. Voilà, ça c'est le premier point, je pense. Ensuite, il y a quand même forcément des gens sérieux qui sont vraiment là pour répondre à cette problématique. Je pense que du coup, ils t'hébergent. En fait, a priori, tu vas créer ton environnement publicitaire dans un environnement qui est ancien, qui est le leur.
Typiquement, c'est un peu ce que j'expliquais sur mon environnement. Mon environnement à moi, il est tellement solide qu'a priori, je pourrais proposer ça, dire faites votre business chez moi. C'est pas déconnant. Après, faut comprendre ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire que il y a certaines entités de votre business qui appartiennent à leur business manager. Ouais. Votre page Facebook, pas votre page Insta parce que c'est dissocié, mais votre page Facebook leur appartient. Vos comptes publicitaires avec votre data, votre pixel et tout. Et ça, c'est comment dire, c'est pas chiant quand tu performes comme tout va bien avec eux. Si un jour tu te disputes avec eux, ils ont un moyen de pression. Ouais, tout à fait. Si tu veux revendre ton business, t'es pas propriétaire en fait de ces ressources-là, donc il faut que tu passes par eux pour qu'ils fassent les transmissions de propriété. Donc ça a des éléments chiants. Maintenant, ça peut débloquer des situations. Mais je pense qu'avant de passer par ce type de solution, il faut d'abord essayer de passer par le compte Facebook de sa maman, de son papa, de son frère, d'un ami, pour que ça reste dans ton réseau et que la propriété reste accessible à ton niveau. Je pense d'autant que pour atteindre la fameuse rentabilité qui est déjà difficile à aller chercher, si en plus on passe par un service de compte d'agence, l'agence prend également sa commission qui se rajoute au budget publicitaire et donc ça peut aussi être encore plus complexe. Grave. Pour être rentable. Ouais, tout à fait. Non, mais en plus, encore une fois, si vous êtes légitime, si vous avez un business de merde, faut passer par des chemins détournés, mais si vous êtes légitime, avant toute chose, parlez au support. Parlez au support. S'il y a vraiment aucune raison que vous soyez banni, démerdez-vous pour avoir quelqu'un au téléphone. Si vous n'avez pas quelqu'un au téléphone, allez sur LinkedIn, trouvez des gens qui bossent chez Facebook France. Allez dans les bureaux s'il faut. En fait, si vous êtes légitime, vous n'avez rien à perdre. Si vous êtes un dropshipper et que ça a été cramé par Facebook, que vous êtes en train de vendre un truc qui est tout pourri et tout, voilà, c'est tout. Et si vous avez fait une levée de fonds, vous avez une start-up, vous avez un produit novateur, et vous avez respecté les règles publicitaires et vous avez pris un ban, non, mais parlez à un humain. Voilà, démerdez-vous, parlez à un humain et ça va bien se passer. C'est surtout ça. Le problème, c'est les bans légitimes. Les gens qui se mangent des bans légitimes, mais qui veulent quand même faire du business. Et là, du coup, il faut passer par des chemins détournés. Mais du coup, comme tous les chemins détournés, ça peut être risqué. Voilà, un truc à prendre en compte. Ok. Est-ce qu'il y a des secrets que vraiment des secrets que seule l'expérience peut donner, que les gourous du marketing tels que toi, les gourous du media buying plutôt, ne veulent pas dévoiler et que tu pourrais dévoiler aujourd'hui en disant j'ai quand même 2-3 trucs qui fait que qui font qu'une campagne va vachement plus performer qu'une autre parce que j'applique ceci, j'applique cela. Ou alors non, il y a pas de secret. C'est juste une compétence technique plus, comme tu disais tout à l'heure, des créatifs de qualité, c'est tout. Je pense que la plus grande force quand on est média buyer, c'est d'être en capacité de comprendre ce qui est en train de se passer à un moment T. En fait, la puissance du média buyer, c'est la compréhension du scénario qui se dessine. Donc, quand tu lances des pubs, quand tu lances tes campagnes, derrière, toi, tu fais du paramétrage, tu as ton expertise et tout. Tu essaies de faire un truc que tu connais, une stratégie qui a déjà porté des résultats. C'est ça que tu fais. Donc déjà, un bon média buyer, c'est parce qu'il a de l'XP. Donc il se dit, cette stratégie-là, je l'ai essayé pour un projet un peu similaire. Ça a apporté des résultats, donc je vais déployer la même stratégie. Et vu que tu as de l'XP aussi, tu dis, si cette stratégie-là ne fonctionne pas, je vais faire une autre stratégie, etc. Donc c'est toujours ce recul qui fait un bon média buyer. Et en fait, c'est ce truc-là où en fait, tu lances un truc, tu vois comment réagissent tes chiffres, tes KPI, et tu arrives à te projeter dans un scénar. Il y a OK, je sais ce qui est en train de se passer, et ça te permet de dire, on continue comme ça parce que ça se passe bien, ou alors on va pas par là parce que c'est en train de mal se passer. Car un mauvais média buyer, il va juste se fier à 2 métriques, c'est coût par achat et ROI. C'est des métriques qui sont importantes. Mais tes CPM, tes CTR disent beaucoup de choses aussi, surtout au début. Et du coup, au début, quand tu n'es pas rentable, quand tu ne génères pas encore suffisamment de ventes, etc., il faut que tu sois en capacité d'identifier si tu es dans un bon scénario, genre si tu es dans la bonne direction, ou si jamais tes CPM sont trop élevés. Il n'y a pas si longtemps, 6 mois maintenant, on a un client qu'on a accompagné, il se reconnaîtra. Meta faisait des grosses mises à jour à ce moment-là, dans son algorithme, notre truc et tout. Je lance les publicités et il y a un scénario qui se dessine que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que je lance les pubs, les CPM sont super élevés, je comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de raison apparente. Les créatives correspondent à des choses que j'ai déjà lancées sur d'autres marques, etc. Le site est bon. Et typiquement, c'est là, dans ce type dans ces moments-là, où moi je suis dépourvu en tant que média buyer et où je sais pas quoi faire. J'essaye des trucs malgré tout et tout, qui correspondent à des scénarios un peu similaires, mais j'avais jamais vu ce scénario-là. Un truc où ça réagissait comme ça. On a arrêté le lancement carrément. Et moi, j'étais un peu confus, parce qu'effectivement, j'avais jamais vu ce scénario-là. On a relancé la même marque 6 mois plus tard, avec une stratégie similaire. Là, aujourd'hui, on a lancé depuis 2 mois. Hier, on a fait 500 € hier.
Typiquement, mettons que dans 3-4 mois, il y a à nouveau des mises à jour méta, je lance de la pub pour un client et il y a ce scénario-là qui se dessine. Je ne serais pas confus comme j'étais où je leur disais, écoutez, je ne sais même pas quoi vous dire. Je pourrais vous dire, ok, non, c'est bon, c'est clair. Il y a l'algorithme qui est en train de faire ils sont en train de mettre à jour l'algorithme, ils sont en train de mettre à jour le back-office. Lancer des nouvelles pubs maintenant, c'est pas bon. Risqué. C'est risqué, c'est pas bon, l'outil est broken. Je pouvais pas affirmer ça avant. J'avais jamais lancé de nouvelles pubs dans une période comme ça. Donc, je pouvais pas aider à conclure ce qui se passait. Et en fait, le bon media buyer, c'est celui du coup qui reconnaît les scénarios. Si tu reconnais les scénarios, tu sais ce qu'il faut réparer, tu sais ce qu'il faut arranger. Si tu vois dans les KPI que le problème c'est la créative, tu dis à ton client, il faut faire de nouvelles créatives, comme ci, comme ça, on va tester ça. Si jamais tu vois que tout va bien, tes créatives, ça clique, ça a des bons CPM, etc., mais il n'y a pas de vente, c'est le problème, c'est sans doute le prix ou le site. Les photos, là, c'est la preuve sociale sur le site, etc. Et donc, le but du bon media buyer, c'est de réussir à identifier qu'est-ce qui est en train de se passer devant nous et du coup, savoir où concentrer l'énergie et les efforts. C'est ça le seul grand secret, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer pour prendre des décisions cohérentes par rapport à ce qui est en train de se passer. Si tu comprends pas, tu paniques. Ah, je suis juste pas rentable. Si jamais ta synthèse c'est je suis pas rentable, qu'est-ce que tu fais? Là, ça va être émotionnel. Il y en a plein qui font n'importe quoi à ce moment-là, qui font non, mais je pense que notre prix il est pas bon, etc. Ça se trouve ils ont même pas de clics. Moi, je me rappelle de certains clients effectivement qui le problème c'était les pubs, ça cliquait pas, et ils commencent à tout refaire le site et tout. Ouais, je change ça. Vous avez pas de trafic factuellement. Si vous avez pas de trafic, vos campagnes s'optimisent pas. Si elles s'optimisent pas, elles ciblent pas correctement. Si elles ciblent pas correctement, vous avez du trafic même pas qualifié, vous aurez pas de vente. Avant d'aller tout chambouler le site, il faut savoir si le chemin on avait fait une métaphore de la maison, je crois. Avant d'aller démolir la maison pour tout reconstruire, peut-être juste mettre des panneaux sur le chemin. Parce qu'en fait, si les gens viennent pas dans ta maison, dans ta boutique et tout, c'est parce que t'as pas les panneaux sur le chemin. Enfin, en gros, c'est pas indiqué. Là, c'est exactement pareil. Si jamais tu penses que t'es pas rentable parce que ton site est mauvais, alors qu'en fait, c'est juste tes pubs qu'il faut pas cliquer, tu peux refaire ton site autant de fois que tu veux. Ça changera rien. Ça changera rien. Et alors, le fait que justement, les algorithmes aussi de Meta, les algorithmes même de Google également, sont de plus en plus complexes malgré tout. Est-ce que tu n'as pas peur aussi que prochainement, l'IA, simplement, devienne un bien meilleur expert en media buying que les experts tels que toi, par exemple? Moi, ça me fait pas peur. On en parlait dans un autre podcast. Il y a ce côté consultant. Ce côté consultant, c'est que l'IA, si elle peut automatiser mon métier, mais tant mieux. Tu vois, si jamais effectivement j'ai pu faire tout manuellement, là, tant mieux. Par contre, je pense qu'il faudra toujours quelqu'un pour avoir un œil sur ce qui se passe et dire, ok, l'IA, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça pour telle raison et telle raison. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Tu diras, ok, donner un feedback et tout. Encore une fois, identifier les scénarios qui fonctionnent et tout. Et si ce n'est pas le cas, en fait, si l'IA est très performante au côté technique, déploiement, derrière, moi, je me reconcentrerai uniquement sur la partie créa. Les créas qui fonctionnent, c'est ça, c'est plutôt ça. Du coup, tu peux aussi accompagner tes clients, enfin les gens qui font du media buying avec tes services sur la partie créative. Et ça, c'est difficile à remplacer par une IA malgré tout. L'analyse des créatives, les conseils à donner pour des meilleurs créatives, qu'est-ce qui va attirer plus l'attention, etc. C'est quand même un peu plus difficile, je pense, aujourd'hui pour une IA de reconnaître et de conseiller. Ouais. En dehors de cet exemple avec cette campagne qui a totalement échoué parce que qui a été lancée plutôt à un moment où on était dans une refonte chez Google des algorithmes, est-ce que tu as une campagne en tête? Alors ça peut être une campagne pour tes propres sites ou des sites de personnes qu'on a accompagnées qui s'est totalement foirée et pour une raison que tu as identifiée et justement t'en as tiré je dirais, une conclusion après, ou alors justement ça a changé ta manière de faire, mais un truc qui s'est totalement foiré. Ouais. Et pourquoi? Il y a quand même beaucoup de fois où, en fait, c'est souvent par manque de taf. Moi, j'ai des gens que j'accompagne en media buying sur le lancement. Ils me disent oui, alors voilà, on a préparé ça. Ils veulent lancer de la pub. Et ils ont toute une bibliothèque de créatives. Et en fait, c'est assez pour un point de départ. Souvent, je dis, on va lancer ça et tout. Mais le problème des créatifs, c'est qu'il en faut toujours plus. Il faut alimenter. Et des fois, en fait, juste le client arrête de produire. Parce qu'il a plus le temps, parce qu'il a pas compris les enjeux. Il pensait qu'avec 5 vidéos et 3 photos, ça irait pour l'année. C'est souvent un problème de compréhension des clients par rapport à ce niveau-là. Ouais. Pourtant, on le répète constamment. C'est vraiment le nerf de la guerre. Le nombre de créatifs à lancer. Il faut vraiment que vous ayez un budget équivalent, à mon sens, entre pardon, j'interviens aussi dans ta discussion, dans ta phrase, mais je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il doit y avoir un budget équivalent, en fait, entre le budget à déployer dans l'acquisition et le budget dans la création
de créatifs, que ce soit vous qui les fassiez vous-même ou que vous déléguiez effectivement ce service à une agence, etc. Mais continuellement, des nouvelles créatives. Tester. C'est vraiment aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens encore. On a beau leur dire, ben voilà, ils vont faire une vidéo ou deux, trois créatives. Bon, c'est bon, les tranquille quelques mois. Et ils comprennent pas après qu'effectivement, non, mais ça diminue. Et il faut toujours les pousser au cul pour en refaire des nouvelles, les créatifs. Ça emmerde tout le monde, j'ai l'impression, ils comprennent pas. Ils mettent du budget là-dedans. C'est un peu ce truc où, comment dire, ils sont, toi, tu peux faire 6 créatives, bien réalisées, factuellement, et aucune des 6 ne prend. Si ton média buyer, s'il est doué, qu'il arrive à te dire qu'en fait, il y a du green flag, en gros, on est sur la bonne voie, mais juste, il n'y a aucune des créatives là qui apporte de la renta. Et des fois, t'as des clients qui vont être, non, mais moi, je vais pas remettre un budget dans les créatives, alors que là, vous n'avez pas réussi à en faire marcher une. Là, cette phrase, vous n'avez pas réussi à en faire marcher une. Mais c'est pas moi qui décide si une créative, elle marche ou pas. Moi, ma méthodologie, elle fonctionne. Pas peur de le dire. La méthodologie, elle fonctionne. Sinon, j'aurais pas des gros clients, sinon, j'aurais pas, moi, des gros résultats sur mes sites. Donc, ma méthode, elle fonctionne. Et le problème, c'est que justement, moi-même, sur mes sites, j'ai de la production continue de créatives. Et des fois, alors que c'est mon métier, je peux avoir 10 créatives de suite qui sont créées, qui sont publiées, qui sont envoyées, qui performent pas. Mais quand on a une qui se démarque, tu tires beaucoup de conclusions et elle va tourner pendant un temps. Et en fait, c'est ça. Donc, des fois, j'ai cette phrase-là. Oui, mais vous avez envoyé 6 pubs, il n'y en a pas une qui a pris. Oui. C'est un beau constat. Maintenant, si vous voulez qu'on continue, il y a des très bons indicateurs qui laissent entendre qu'effectivement, sur ce business, en fait, il y a du potentiel. Maintenant, on n'a toujours pas trouvé la recette au niveau de vos créas. Et en fait, il n'y a qu'en testant qu'on finira par trouver le truc. Et moi, ma plus grosse boutique en perso, qui fait 5 000 € par jour, cette boutique-là, les 4 premiers mois, c'était du déficit. Et ça, les gens ont du mal à le capter. 4 mois de déficit, maintenant, ça fait 4 ans qu'elle tourne. Mais bien sûr que sur les 4 premiers mois, j'aurais pu dire oui, bon, ça marche pas. J'arrête. Mais par contre, on a fini par identifier les produits gagnants et les axes marketing créatifs gagnantes. Et maintenant, on duplique, on crée des choses similaires. On dit ok, ce format-là fonctionne, faisons ce format-là. Un format, mettons micro-trottoir. Faisons ce format micro-trottoir, mais avec l'angle marketing, comme je disais d'ailleurs, du sommeil. Et faisons encore un micro-trottoir de l'angle concentration créativité. Une fois que tu as identifié un truc qui fonctionne, tu réessayes tous tes angles marketing avec le même format. Tu réessayes avec différents copy ads. Copy ads, c'est le texte que tu mets au-dessus. Avec différents boutons. Le bouton en savoir plus, le bouton acheter, le bouton s'inscrire. Tu testes plein de trucs. Mais c'est uniquement une fois que tu as commencé à identifier un élément qui fonctionne, que là, tu pars en production d'éléments de tests autour de ce format qui fonctionne. Et donc, des fois, il faut 4 mois pour trouver la recette, des fois, il faut 6 mois, des fois, il faut 2 jours. Ta première pub, ça peut être ta pub gagnante. Ça peut. On l'a vu avec 2 personnes qui sont sur des produits relativement similaires, dont les sites ont été lancés plus ou moins en même temps, et dont l'un, ça a finalement très bien fonctionné d'entrée de jeu, alors que pourtant, c'est pas forcément quelqu'un qui se tue à la tâche non plus dans la production de créative, mais il a eu en fait cette chance d'avoir une créative qui a très bien marché tout de suite. Dans la première livraison, directement, 2 créatives gagnantes. Ouais. 2 créatives. Alors que l'autre, objectivement, ces créatives, quand je dis rien, ne sont pas moins bonnes, mais il n'y a pas eu cette magie. Il y a quand même encore un côté mystérieux, c'est-à-dire que je pense qu'on peut analyser quels sont les créatifs qui marchent mieux. Celle-ci marchera mieux, celle-là. Il y a quand même des patterns, effectivement. Mais après, il y a quand même un peu de magie. Quelque chose qui va s'exercer, je sais pas. Mais le mannequin. La personne, simplement. L'interprétation du mannequin, le rythme et tout. Il y a plein de petites choses. Mais on peut les mettre sur un cahier des charges, on peut les lister. Et souvent, quand on passe par une agence, on les liste, les impératifs. Maintenant, entre ce qui est listé et ce qui va être délivré, c'est subjectif comme taf. Donc oui, tu peux avoir des créatifs qui performent factuellement mieux que d'autres, alors que tu comprends pas pourquoi, parce qu'elles ont été en termes de rendu, tu te dis c'est la même chose. C'est comme ça. Ok, écoute, on va clôturer cette question-là. Une petite question encore. Alors, qu'est-ce que je m'étais noté? J'ai noté quelques questions. Ouais, si, parce que c'est vrai qu'on avait parlé de ça il y a quelques temps par rapport à Google Ads, notamment. Justement, est-ce que les nouvelles préoccupations en termes de vie privée et surtout les régulations qu'on nous impose en termes de vie privée, RGPD, etc., c'est un impact forcément négatif, je dirais, pour les annonceurs et pour les média buyers. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe sur Google, justement, depuis quelques semaines et qui ralentit un peu le taux de conversion? Je pourrais difficilement en parler aussi bien que Félix, mais pour faire un résumé, du coup, l'Union européenne met des pressions à Google sur trucs RGPD, notamment les cookies à accepter. C'était déjà le cas, les sites étaient obligés. Ça nous emmerde bien à chaque fois, d'ailleurs, qu'on va sur un site.
d'accepter les cookies, c'est emmerdant au possible. Je suis bien d'accord avec toi. Et donc, à ce truc-là où, du coup, pour dire les cookies, peut-être qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est les événements, en fait. Tu vois, si tu acceptes les cookies et que tu es venu en cliquant sur une pub Google, Google, notamment, va pouvoir savoir que tu as acheté et donc faire remonter ta vente dans les campagnes. Et donc, la campagne va comprendre ton pattern, justement, le pattern des acheteurs, etc. Donc, en gros, le fait de traquer les événements de nos clients nous permet d'être de plus en plus performants et de plus en plus précis avec nos outils publicitaires. Google, Meta, etc. Le fait maintenant que les utilisateurs, du coup, peuvent dire « non, je veux pas être traqué », ça fait qu'en fait, on a une perte de data et de compréhension de qui est l'avatar client et donc nos outils sont moins précis. Donc, il y avait beaucoup de nos clients, soit parce qu'ils sont pas en Europe, soit parce que ils le fraudent tout simplement. Ils mettaient pas ce bandeau RGPD. Et la grande majorité des e-commerçants qui sont pas sur des grosses marques ne le mettent pas. Parce que personne ne vient te faire chier, en vérité. Sauf effectivement dès que tu fais du volume. Mais dès que tu fais du volume, dès que ton business est bien installé, tu mets ton bandeau, voilà, c'est comme ça. Là, effectivement, du coup, maintenant, c'est obligatoire, non pas au niveau de la loi, ça c'est déjà le cas depuis longtemps, mais maintenant, Google s'est mangé une pression et impose à ceux qui veulent utiliser Google d'utiliser les bandeaux RGPD. Donc, accepter les cookies, etc. Donc, pour ceux qui étaient déjà en règle, ça ne change rien. C'est très bien, c'est OK, ils avaient déjà ça. C'est même mieux parce que du coup, si Google est obligé de l'imposer, ils vont le faire mieux, ils vont mettre en place des choses pour mieux remonter la data malgré le fait que des gens disent non. Leur algorithme va s'optimiser en conséquence parce que maintenant, ils savent que tout le monde est obligé. Par contre, du coup, pour les business qui jusqu'à maintenant traquaient 100% des événements parce qu'ils ne demandaient pas aux gens si oui ou non il fallait accepter les cookies et que là, du coup, ces business-là doivent se mettre à jour. Et donc, c'est le cas de certains clients, c'est le cas de personnes de certains e-commerçants qu'on connaît. Là, c'est un problème parce que d'un coup, les campagnes remontent que la moitié des ventes. Du coup, tu as un problème d'attribution parce que du coup, tu comprends pas d'où viennent tes ventes et tes campagnes s'optimisent moins bien parce qu'elles ont moins de data. Et puis, ça vient parasiter aussi, au passage, du coup, comme tu disais, l'expérience utilisateur avec une notification, un bandeau, accepter les cookies qui apparaît. Donc, ça peut faire baisser le taux de conversion juste de manière factuelle parce que tu parasites. T'as tous ceux qui savent ce que c'est. T'en as que ça va rassurer même. Ils savent ce que c'est et ils disent « c'est bien et tout ». Mais t'en as aussi plein qui savent même pas ce que c'est, qui sont juste en train de « Oula, il y a des pop-up qui s'ouvrent, qui partent, ça doit être un engagement ». Parce que c'est vrai que c'est agressif. Ça peut être fait de manière fluide sur le site, mais malgré tout, c'est un pop-up qui apparaît, qui te pose des questions, quoi. Puis il y a ceux aussi également qui vont cliquer sur non. Je veux pas être suivi, je veux pas, parce qu'après tout, ils savent pas ce que c'est même. La plupart des gens savent pas ce que c'est, mais autorisez-vous. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça cache? Moi, je veux rien autoriser du tout. Moi, non, j'autorise rien. Et donc, tu perds également. Bon. De toute façon, on sait bien que l'Europe ne va pas, de toute façon, dans le sens de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs, du commerce en général. Par contre, à côté de ça, moi, ce qui m'agace, c'est qu'on ne régule absolument pas les coups de téléphone incessants qui arrivent tous les jours. Et là, franchement, l'Europe est où? Pourtant, c'est bien plus intrusif dans la vie des gens d'avoir des coups de fil. Moi, je peux en avoir 10 par jour. Je sais pas toi, mais des 0,4, des 0,5, des machins, des trucs. Tu réponds à personne en plus des fois. Tu réponds à personne ou c'est un répondeur. Enfin, d'ailleurs, je ne réponds plus en général quand je vois un numéro comme ça d'un département qui est autre que le mien. Et je bloque. Et plus tu bloques, et plus il y a les numéros qui apparaissent. Et c'est insupportable. Mais là, pareil. C'est vrai que c'est pas un combat pour l'Europe et je trouve ça pourtant bien plus intrusif, bien plus emmerdant pour la vie des gens que la RGPD, etc. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Surtout que moi je suis particulier. Chacun a son opinion là-dessus. Et moi typiquement, je préfère avoir des pubs ciblées. Tu vois, mais complètement. Mais moi aussi, je suis bien content d'avoir des pubs que pour des outils. Tu vois, j'ai que des pubs pour des outils publics, pour des outils soit publicitaires, soit des outils de gestion, soit des outils qui me concernent. Tu vois, des trucs d'entrepreneur. Et je suis content d'avoir ces pubs là. Parce que c'est de la pub, de trucs, de services et de produits qui m'intéressent. Donc, effectivement, moi, les cookies, je les accepte. Je fais oui, mais bien sûr, ciblez-moi avec des trucs qui me correspondent. Ne me ciblez surtout pas, commencez pas à essayer de me vendre des trucs de golf. J'aime pas le golf. Là, c'est à un moment donné. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça dingue qu'il y ait autant d'engouement autour de ça. C'est quoi les tendances actuelles en termes de créatif, justement, qui performent, toi qui sais tout? Tout à l'heure, je parlais du micro-trottoir. Ça performe pas mal. C'est donc des micro-trottoirs, bien sûr, orientés et montés pour en faire une pub, un truc un peu transactionnel et tout. Mais tu as les micro-trottoirs qui fonctionnent pas mal. Tu as toujours les vidéos UGC. Du coup, c'est des gens facecam qui s'expriment et qui vont témoigner d'une utilisation, etc. Ça performe beaucoup. Nous,
on a quand même, là je caricature, le témoignage c'est la vidéo UGC de base, mais tu peux faire plein de vidéos UGC mieux tournées, qui ont des scénarios, qui en tout cas mettent en scène souvent une personne qui va avoir une relation avec l'entreprise, avec le produit, avec le service. Tout ça est mis en scène et le but c'est de suivre des choses on va dire un peu standards. Il y a un hook au début, donc les 3 premières secondes qui hook visuel et hook sonore, donc c'est choquant visuellement et c'est choquant au niveau du son qu'il y a. Choquant, surprenant, ça apte ton attention. Tu vas avoir de l'éducation souvent autour du produit, on va bien le mettre en scène, voir ce que c'est, pourquoi lui. Derrière, tu vas avoir un call to action, tu vas aussi avoir des inserts de social proof, donc typiquement des témoignages, des captures d'écran de gens qui en parlent, etc. Voilà, tout ça c'est des constructions qui fonctionnent bien. Maintenant, typiquement, c'est pareil, juste une image carrée peut avoir des gros résultats aussi. Je pense que plus qu'un format qui fonctionne bien, il faut avoir une méthodologie autour de des créatifs publicitaires, à savoir du coup de la diversité dans tes pubs. Il faut de la diversité pour pouvoir tester beaucoup de choses. Une stratégie d'espionnage des gens de ton marché. Les gens qui performent sur ton audience, sur ton marché, qui font déjà de la créa, il faut que tu fasses des créas similaires. Il faut que tu testes. Si ça fonctionne pour eux, il y a de grandes chances que ça marche pour toi. Donc c'est plutôt ça la méthodologie, parce que les formats là aujourd'hui, par exemple aujourd'hui là, si on parle vraiment maintenant, le micro-trottoir est un format qui fonctionne bien, mais dans 2 mois ce sera peut-être pas ça. Ouais, ça sera peut-être passé. Donc il faut rester ouvert, toujours avoir de la créativité et toujours produire plus et regarder ce qui se fait, rester en veille et produire. Et donc mettre en place un process de production, soit en interne, soit auprès d'un prestataire, mais il faut un process de construction de production de créatifs publicitaires. Si vous en avez pas, le media buying sur Facebook, c'est mort. Et est-ce qu'on peut quand même avoir des campagnes qui tournent sans risque de ban, en étant rentable, avec des pratiques un petit peu touchy, un peu borderline, tu vois, quelque chose qui soit qui accroche comme ça, c'est tu joues un peu, mais bon, ça passe quand même. Est-ce que ça, t'as des exemples de ça? Tu peux. Un client qui a fait un format média. Bon, pour pas citer le média, je vais plutôt en citer plein. Ouais, si on prend la direction artistique, des vidéos, Combini, Brut, qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as des idées de médias comme ça qui font des trucs sur les réseaux sociaux? Bah, tu t'as cité Combini, Brut aussi. Bon, voilà, Brut. Ils ont un format très singulier, une identité, on les reconnaît. Ben, tu peux avoir d'autres entités comme ça qui ont une DA très ciblée, très identifiable. Et en fait, tu crées des pubs pour ta marque qui ont la même DA. Typiquement, pour prendre l'exemple de Brut, ça serait donc la manière de filmer de Brut avec le logo Brut en bas, quoi. On connaît ça, effectivement. Donc, c'est un truc reconnaissable, identifiable. Et donc, si tu envoies ce type de choses, c'est border, mais Facebook le verra pas. C'est border, c'est des pratiques un peu, voilà, Facebook le verra pas. Enfin, a priori, il y a peu de chance. Donc, tu peux avoir des pratiques un peu bizarres qui sont qui peuvent performer en termes de résultats et ne pas te faire bannir pour autant. Un autre truc, mais qui est de moins en moins accepté par Google, c'est ce que nous on appelle les campagnes agressives. C'est envoyer une annonce pour ta marque sur le mot-clé du nom de marque de tes concurrents. Tu vends des cosmétiques pour hommes. C'est bien connu, ça. Et quand les gens écrivent Horace, ils tombent sur ta marque en premier, sponsorisé. Alors qu'ils ont écrit Horace. En fait, tu as tout un tas de personnes qui cliquent sur le premier lien, parce qu'en plus, tu peux écrire même dans ton copy ad Google, même limite le nom de la marque. Je suis pas sûr que ça passe très longtemps, mais tu peux être très border pour vraiment laisser entendre que le premier lien est le bon lien. Et en fait, du coup, tu capitalises sur le trafic et la notoriété de tes concurrents avec des coûts par clic pour ces pubs-là qui sont très bas. Parce qu'en fait, c'est pas une requête, tu vois, très recherchée. Enfin, si, mais il y a personne qui diffuse dessus. Toi, tu diffuses sur une requête, voilà, sur Horace, sur Lacoste, j'en sais rien. Tu diffuses sur des concurrents directs. Et en fait, du coup, effectivement, t'as du trafic qui est qualifié, quoi. Si quelqu'un va sur Horace pour acheter une crème de visage et que tu te positionnes et que tu vends des crèmes de visage, bon, c'est plutôt bien pensé, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est limite, mais effectivement, bon, c'est des choses qu'on voit déjà, qu'on voit régulièrement malgré tout. Oui, et puis que tout le monde utilise. Je vais pas dire que je le pratique ou que je l'ai pratiqué, mais voilà. Ouais. Ben, on va passer, je pense, à une conclusion. Je pense que c'est pas mal, on a déjà fait le tour. La question media buying. Alors, si vous avez des questions peut-être plus précises que vous aimeriez qu'on aborde, c'est vrai, il y a
Là, encore une fois, c'est vraiment un tour d'horizon un petit peu de ton métier et des spécificités de ton métier. Mais je pense qu'il y a des points qui pourraient être beaucoup plus approfondis. N'hésitez pas à nous le dire si vous avez... n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous avez des questions plus précises que vous voudriez qu'on aborde. Mais finalement, pour conclure, tout simplement, alors je pense que tu vas plus ou moins paraphraser ce que tu as peut-être pu dire dans le contenu de ce podcast, mais quels sont les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui débute et qui n'a pas forcément un budget énorme en media buying et qui, du moins, ne peut pas encore passer par les services de quelqu'un comme toi, d'une agence comme la tienne, qui veut aussi apprendre, finalement, à se débrouiller avec un outil, qui veut, après tout, c'est une compétence technique avant tout, et après, c'est une compétence... Enfin, c'est plutôt... le résultat d'une expérience, en fait, je pense, de compréhension, justement, du media buying, mais surtout des créatives, qu'est-ce qui va fonctionner auprès de l'audience par rapport à la thématique du produit, etc. Quels sont les conseils que tu peux donner pour conclure à quelqu'un qui se lance, voilà, avec un budget limité? Ouais, bah, déjà, il faut se former sur l'outil, quand même. Se former, il y a des formations, il y a des accompagnements, il y a des coachings. Moi, j'ai des gens que je coach. Le but, c'est de monter en compétences. N'hésitez pas, d'ailleurs, c'est pareil, à nous contacter, enfin, à contacter, du moins, notre ami Hugo, qui fait des coachings à prix très abordable. Je sais on a des gens qui sont très très contents de tes coachings, où je sais que tu défonces pas les gens avec des... Si, je défonce. Non, pour être honnête, non, réellement. Et surtout, ce qui est bien avec toi, c'est qu'il y a un vrai suivi. Ça, c'est super appréciable. Non, je te laisse finir, pardon. Ouais, non, mais merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tous les liens sont dans la description, bien sûr. Mais ouais, donc déjà, monter en compétence sur le sujet, je pense que c'est important. Donc il y a plein de manières pour le faire, mais donc monter en compétence. Ensuite, il faut mettre en pratique. Moi, généralement, ce que je préconise, en tout cas avec des élèves, c'est on va faire des petits business et on va lancer du méta. Idéalement sur des business typiques infoproduits, tu vois. On va lancer, je sais pas, peut-être pas un e-book parce que ça marche vraiment plus, mais des trucs où on va lancer ça. J'ai plein d'idées, mais des idées que je donne en coaching et j'ai pas envie de balancer leurs idées comme ça. Donne-en une idée quand même. On a un truc, là, c'est pas un coaching, c'est un ami du coup qui fonctionne bien et il vend des prompts pour IA. Typiquement. Et donc, il se fait la main dessus. Tu vois, t'as pas de coût produit. Il délivre un truc d'information, des prompts et tout. Et ça marche très bien pour lui. Mais justement, au début, pas forcément, parce qu'il devait lancer ses pubs, il maîtrisait pas très bien le truc. Mais donc, du coup, là, typiquement, sur ce type de business, tu peux avoir des petits budgets et essayer de te faire la main. Au pire, tu casses un peu le prix, puisque de toute façon, tu as donné ton temps pour créer le produit. Ouais. Donc, t'as pas besoin de marger absolument. Voilà, tu dois juste trouver le break-even avec ta pub Facebook. Donc, tu peux... avec ce type de business, tu peux t'amuser en fait et trouver des conclusions, etc. et te familiariser avec l'outil. Moi, c'est ce que je préconise avant de lancer un truc très sérieux. Familiariser-vous. Enfin, faut absolument utiliser l'outil. Créer ses premières campagnes, paramétrer le tout, pixel, catalogue, compte publicitaire, page Facebook, page Instagram, tout connecté ensemble. Le moyen de paiement, bam bam, on envoie les campagnes, on choisit ses colonnes, on analyse un petit peu tout ça. Faut absolument avoir un travaux pratique. Avant de se lancer dans sa marque, quoi. Sinon ça va être compliqué. Mais derrière c'est pareil. Voilà, ça c'est quand tu veux débuter. Et ensuite, une fois que tu te sens à l'aise et que tu as eu des résultats avec un premier business, tu peux commencer à te dire ok, là je vais lancer ma vraie marque, mon vrai projet et essayer d'être média buyer moi-même. Même si moi je préconise, quand il n'y a aucune expérience, effectivement, de se faire accompagner au minimum. Pas forcément de déléguer parce que je suis aussi contre le fait de déléguer sans avoir touché soi-même. Ouais, c'est ça, sans comprendre. Ce qui va être fait. Mais se faire accompagner, faire ça à deux, déployer avec quelqu'un qui peut faire un feedback et tout. Moi, je fais beaucoup d'audits aussi. C'est pour ça que je dis ça. Et autant des fois, ça sert à rien parce que c'est des gens en fait qui ont déjà fait ça très bien. Donc j'arrive, je vous confirme juste que vous avez fait du bon boulot, et tant mieux, tu vois, ça rassure. Mais des fois, j'arrive et je fais, là, vous pouvez dépenser 15 000 € si vous voulez, hein. Ça ne marchera pas. Votre stratégie n'est pas bonne. Vos créatives sont mauvaises. Enfin, tu vois, il y a des fois des audits où vraiment, au prix de mon audit, là, je vous ai fait économiser beaucoup de pognon. Parce que si là, le but était de diffuser pendant 3 mois, là, vous alliez perdre un pognon monstre. C'est déjà arrivé, je me pointe sur un truc que vous avez dépensé 15 000 balles déjà. Il n'y a pas de pixels. Juste, il n'y a pas de pixels. Et donc, ça faisait... Enfin, ils étaient à 15 000 € dépensés. Ils ont eu des ventes quand même, hein. Et ils disaient, je comprends pas trop, on en est là, on a toujours pas plus de ventes qu'avant et tout. Et je fais le truc et tout. Et au début, je comprends pas. Je fais, mais vous me dites que vous avez eu des ventes et j'en vois pas. Ils disent, si, on a déjà vendu, je crois, 40 exemplaires, etc.
Je dis, mais il n'y a pas d'achat et tout. Le béaba. Ouais, voilà. Mais c'est tellement béaba que j'ai mis du temps à le trouver. J'étais non. Et puis après, je vais voir dans les trucs. Mais en fait, oui, je vois pourquoi j'ai pas d'informations. Vous n'avez pas de pixels. Là, vous avez lancé vos pubs avec une page de destination qui est votre site. Il n'y a aucune passerelle. Donc, quand vous avez une vente sur le site, Facebook ne le sait pas. Ouais, bon, voilà, effectivement. Donc, la nécessité de se former avant tout, avant de commencer à se lancer, à mettre de l'argent, un petit peu comme un trader, hein, on va dire. On parlait de ça ce matin, d'ailleurs, le trading, qui n'a absolument rien à voir, évidemment, mais simplement dans la pratique. Formez-vous avant de mettre votre vrai argent. Surtout, ça va très très vite. On sait, les budgets à mettre sont beaucoup plus importants. Tu disais tout à l'heure à peu près 40 € grand minimum par jour. Donc, c'est quand même une certaine somme pour les personnes qui débutent. Ouais. Donc, formez-vous avant, faites-vous conseiller, faites-vous coacher, ça peut vous épargner. Sur le coup, ça fait mal parce qu'on se dit, mince, on va devoir payer quelqu'un pour nous apprendre le truc. Oui, mais bon, vous allez justement éviter de faire toutes ces erreurs qui vont vous coûter beaucoup plus cher que le prix d'un coaching. Donc, c'est un conseil. Voilà. Bah, écoutez, on va terminer ici, je pense, pour ce podcast. Donc, on se dit à la prochaine fois, Hugo. Prochain podcast. N'oubliez pas tout ce qui est pouce bleu, commentaires. Encouragez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes encore dans nos débuts sur ce podcast hors des clous, mais on a des ambitions d'aller beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus d'épisodes, d'avoir beaucoup plus d'invités, puisque pour ça, on n'en a pas eu, donc beaucoup plus, c'est facile. D'avoir déjà des invités, on a déjà des gens qui sont intéressés, mais on a envie d'y aller aussi étape par étape. Moi, j'ai pas trop envie, on en parlait en off, mais d'inviter des gens alors que pour l'instant, on n'a pas encore la visibilité qu'on voudrait. Voilà. Idéalement, il faut quand même que ça fasse sens pour eux, parce que les gens se déplacent, etc. Le but aussi, c'est de mettre en lumière des business, mettre en lumière des personnalités. Et c'est vrai que il faut forcément déjà avoir un intérêt intéressant. Clairement. Donc aujourd'hui, voilà. Donc si vous pouvez nous encourager en partageant cette vidéo, en vous abonnant, en mettant le pouce bleu, la petite cloche, etc. S'il vous plaît. Merci, c'est gentil de nous encourager. Le prochain épisode d'ailleurs en plus sera sur la création de contenu où on parlera justement de qu'est-ce qu'on fait en fait autour de ces podcasts avec de notre volonté, parce qu'effectivement on donne beaucoup de valeur gratuitement. En fait, on partage des choses. Moi, je partage beaucoup de choses ici qui sont des choses que je parle en coaching. Et donc pourquoi est-ce qu'on le fait, de où est-ce qu'on veut aller avec ça, de la tournure que ça va prendre. Et je pense que ça peut créer de l'engouement aussi parce qu'en vérité, on vous prépare de belles surprises. Il y a vraiment des choses qu'on a prévues qui sont vraiment pas mal pour les prochaines semaines, prochains mois. Bon, on se dit à très vite. À très vite. Voilà, prochain épisode. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup.